Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture numéro 3 du mois de mai. J'ai quelques lectures à vous présenter, donc c'est parti, on y va tout de suite. Nous allons commencer ce bilan lecture par parler de Magic Charlie par Audrey Alouette, que j'ai écouté en fait, que j'ai lu en format audio, donc que j'ai écouté tout simplement, que j'ai absolument adoré. Sans plus de teasing, je l'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que le lecteur était très très bon et je peux dire que c'est pas toujours le cas. En général, il y a toujours un tic, un truc qui m'agace un petit peu ou qui parfois me dérange. Et là, je n'ai rien trouvé à redire à cette lecture que j'ai trouvée d'une qualité assez incroyable, vraiment. Bon, alors après, j'ai pas écouté des centaines d'audiobooks non plus, mais vraiment, j'ai adoré le lecteur, je l'ai trouvé très bon. Et du coup, c'était vraiment une très très chouette expérience de lecture. Dans Magic Charlie, si vous ne connaissez pas, bien que je pense qu'on l'ait pas mal vu passer, on va suivre le personnage de Charlie, qui est un jeune garçon qui a... Quel âge il a, tiens? Il est au collège ou au lycée? Je ne sais plus. Bon bref, en tout cas, c'est un adolescent. Il est relativement jeune. Ce qui se passe, c'est qu'au début de l'ouvrage, il apprend que sa grand-mère va venir habiter chez eux parce qu'elle a perdu la tête, qu'elle a perdu tous ses souvenirs et qu'a priori, elle est atteinte de démence. Donc dès le début, on découvre qu'il va dans un collège. Je sais plus si c'est un collège ou un lycée, vraiment j'ai un doute affreux. Bref, qu'il va dans un établissement scolaire qui est très particulier, qui fait déjà un petit peu magique, mais qui ne l'est pas vraiment, avec sa mère pour directrice, qui donne des défis un peu bizarres aux élèves. Et dès le début, ça met une ambiance quand même déjà très magique, alors même qu'il n'y a pas franchement de magie, bien qu'on ait un espèce de prologue premier chapitre qui parle de magie, mais ensuite pendant un certain temps, on va être dans son environnement habituel et dans sa vie habituelle, et c'est très particulier parce qu'il n'y a pas franchement de magie, mais il y a un fond, il y a une ambiance en fait dans ce livre qui est assez incroyable. Bref, donc il va accueillir avec sa mère, eh bien, sa grand-mère, qui ne se souvient de rien, qui est assez apathique, qui parle très peu, qui a tendance un peu à marmonner des phrases de manière répétitive, et quand elle va arriver avec ses affaires, il va trouver un chapeau qui clairement n'est pas un chapeau comme les autres, et il va commencer à rechercher et à comprendre ce qui est arrivé à sa grand-mère. Ça a rapport avec la magie, bien évidemment. Il va être plongé dans cet univers qu'il ne connaît absolument pas, et on va le voir évoluer avec d'autres personnages, notamment Sapotille et June, qui sont deux filles de sa classe, June étant sa meilleure amie et Sapotille étant une élève un petit peu, voilà, ce genre d'élève au premier rang, qui ne parle pas trop aux autres, qui est un peu dans son monde à elle. Et bref, donc tout ça va se lancer et je ne vous en dirai pas plus parce que je pense que vraiment ça fait partie de ces livres dans lesquels on peut aller les yeux fermés. Si on aime le middle grade, si on aime les univers magiques, il n'y a pas besoin franchement d'en savoir plus. C'était vraiment très très chouette, ça aborde pas mal de thématiques, ça aborde mine de rien pas mal de réflexions, mais c'est vraiment en sous-texte parce qu'on est dans vraiment un livre quand même assez jeunesse, typiquement un peu à la Harry Potter, bien qu'il n'y ait rien à voir avec Harry Potter, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai pas vu de franche ressemblance, mais on est un peu dans ce système et dans ce genre d'univers où il y a des sujets très légers, des personnages à certains moments qui vont être très légers, et à d'autres moments où ça va devenir plus grave. J'ai trouvé que les plot twists étaient vraiment très chouettes, j'ai trouvé que toutes les aventures étaient très chouettes, j'ai trouvé qu'il y avait un bon rythme, un bon équilibre entre les moments plus posés et les moments plus où ça va accélérer. C'est ni trop l'un ni trop l'autre, en fait, c'est parfait, je pense, pour le public cible, et moi, j'ai été très sensible à la plume de l'autrice qui est de qualité, qui est voilà, qui vous emporte, qui vous voilà, typiquement ça peut sembler tout bête, mais ne serait-ce que le nom Sapotille, moi ça me parle beaucoup et je trouve ça très très chouette. Il y a des très belles métaphores, il y a vraiment une très chouette écriture et c'est très accessible pour les jeunes, mais carrément lisible pour un adulte sans qu'on se sente trop dans du jeunesse, quoi. J'avais un peu de mal à m'arrêter d'écouter Magic Charlie quand j'étais lancée. Je l'ai écouté relativement vite parce que j'étais à fond et que je voulais savoir et que j'étais très emportée par la lecture et je ne peux que vous recommander soit la lecture si vous préférez le format
classique et le mode en tout cas de lecture classique, soit l'audio qui est vraiment de qualité et que vous pouvez retrouver je pense un peu partout. Il me semble que le deuxième volume n'a pas encore été fait en audio, mais je l'attends avec impatience et j'attends avec impatience de retrouver ce lecteur qui est vraiment excellent. Ensuite, en mai, j'ai lu La Miséricorde de l'Ancillaire, qui est le troisième et dernier volume de la saga Les Chroniques du Ratch d'Anneleki, qui est donc de la SF adulte et qui était, je pense que si vous me suivez un petit peu, vous le savez, un gros coup de cœur. J'ai adoré cette saga. J'ai adoré cette saga de bout en bout, bien que pour ma part, j'ai préféré le tome 2 et le tome 3 au premier tome. Alors ça c'est totalement subjectif, ça va totalement dépendre de vos goûts et de ce que vous aimez en matière de mener le récit en fait tout simplement, puisque le premier tome c'est plus une quête, plus une aventure et il y a un peu ce côté avec des plot twists et des révélations à venir, alors que le 2 et le 3 ça va plus être à mon sens de la politique et du social, avec peut-être moins de révélations mais plus de thématiques sociales et de thématiques autour de l'humanité, et moi je préfère ça, donc c'était très très bien, moi j'ai adoré. Dans ce troisième tome, sans trop vous en dire pour ne pas vous spoiler, on retrouve le personnage de Break, on retrouve ses lieutenants que l'on avait déjà dans le deuxième volume, et en fait c'est la continuité du deuxième volume avec la volonté de Break de remettre un petit peu les choses dans le bon sens sur Atoek, où il y a cette espèce de monopole du Ratch qui est assez négatif pour tous les petites gens qui sont là. On va poser pas mal de questions autour de la citoyenneté, puisqu'a priori tous et toutes, en l'occurrence toutes, puisque tout est genré au féminin, sont citoyennes, mais que au final il y a des sous-citoyennes, soit. Et on va poser pas mal de questions autour de la colonisation, on va poser aussi pas mal de questions par rapport plus à la santé mentale, par rapport à la manière de se remettre en question, etc. Enfin, c'est vraiment très riche en termes de thématiques, en termes de réflexion, et le personnage de Break est sûrement un de mes personnages préférés depuis très 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 longtemps. Très sincèrement, je pense que depuis que j'ai, on va dire, ouvert cette chaîne pour donner une échelle de temps, c'est sûrement dans mon top 3 de personnages préférés. J'adore Break, j'adore ses réflexions, j'adore son humanité, j'adore sa volonté d'être juste, mais surtout sa capacité de se remettre en question et de remettre en question ses privilèges. Voilà, c'est vraiment un excellent personnage. C'est de la SF qui est très accessible à mon sens. Il n'y a pas de gros problèmes en termes d'explications scientifiques, c'est vraiment assez simple à lire, assez accessible, bien que j'ai trouvé que le premier volume était plus complexe, parce qu'il y avait beaucoup d'informations et qu'il y avait forcément toute une mise en place. Mais une fois que c'est mis en place, ça va tout seul. C'est voilà. Après il y a des vaisseaux, il y a ce côté un peu futuriste, etc. C'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Dans le deuxième et troisième, on est plus sur du Planète Opéra. Mais j'ai adoré. Pourtant, moi, les vaisseaux et tout ça, c'est pas mon délire. Mais là, c'était sous un angle qui m'a vraiment beaucoup plu. Je ne vais pas trop vous en parler parce qu'on est sur un troisième tome. Par contre, je vous remettrai en barre d'infos le vlog où je parle du premier volume si jamais ça vous intéresse. En mai, j'ai également lu Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro qui, je crois, était publié chez ActuSF. Je l'ai lu sur liseuse donc je ne me rappelle plus. Mais après avoir lu Morgane Pendragon, j'avais très envie de lire autre chose de Jean-Laurent Del Socorro et j'ai choisi cet ouvrage-ci qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, est son premier et que j'ai trouvé de très très bonne qualité. Dans Royaume de vent et de colère, on va être dans une période historique assez forte d'un point de vue événement historique et d'un point de vue politique, puisqu'on est sur ce moment où Henri IV arrive au pouvoir et où donc il y a ces guerres de religion, donc c'est après la Saint-Barthélemy, c'est avant l'édit de Nantes, donc l'édit de Nantes qui permet aux protestants de pratiquer leur culte sans être exécutés ou voilà. Et donc c'est quand même un fort contexte politique. Jean-Laurent Del Socorro a fait le choix de baser cette histoire à Marseille où à l'époque il y avait une république qui était un petit peu un espèce d'état dans l'état pas très unifié de la France de l'époque, mais soit, et qui était un petit peu un cas à part. Et en fait ce qui se passe dans l'ouvrage, c'est que on est encore sur ces problématiques religieuses et on est sur le personnage, le jeune Henri IV qui est roi depuis assez récemment, qui veut prendre Marseille tout simplement et imposer son joug sur la ville. Donc on va suivre différents personnages. On a quand même pas mal de personnages. Si je dis pas de bêtises, il y en a à peu près une demi-douzaine, il me semble. Des personnages très différents en termes d'origine à la fois sociale et d'origine même géographique.
sur des personnages d'âge très différents. On va avoir des plus ou moins jeunes et des plus ou moins vieux. On va avoir aussi un des personnages qu'on va suivre qui est en couple homosexuel avec un jeune homme. Donc on a quand même, encore une fois, ce parti pris de la part de Jean-Laurent Del Socorro de créer un univers inscrit dans l'histoire avec un grand H, mais qui malgré tout reste de la fantaisie, il y a de la magie, et qui en même temps est ouvert à différentes façons de penser et à la diversité. C'est moins marqué que chez Morgane Pendragon, mais je pense que l'auteur fait son cheminement petit à petit au fur et à mesure de ses écrits et que ça évolue au fur et à mesure, mais déjà c'est quand même assez présent dans ce récit, puisqu'on a des personnages féminins assez forts, qui ne sont pas des personnages féminins idéalisés, qui ne sont pas forcément toutes jeunes, très belles, etc. et badass. On n'est pas sur ce genre de stéréotype, voilà. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié, encore une fois. On est sur une narration avec des chapitres très courts qui s'enchaînent et on est sur 3 parties, avec une partie qui va être la préparation de quelque chose, on sent un événement arrivé et c'est un peu la préparation, et c'est très bien fait parce qu'on va suivre, en fait tous les personnages cohabitent un peu, enfin voilà, se croisent plus ou moins, se connaissent ou ne se connaissent pas mais se croisent, et donc on va suivre un point de vue et à la fin de ce point de vue on va enchaîner, on va reprendre là où ça s'arrête avec un autre point de vue pour aller plus loin, et il y a vraiment cet effet très cinématographique en fait de la narration que j'ai trouvé excellent et très bien fait et très bien pensé et bien mené, surtout parce qu'on ne se perd pas et qu'on a vraiment cette sensation que tout glisse et que tout s'enchaîne très bien sans heurts, alors même que les chapitres sont très courts. La deuxième partie va se concentrer sur le passé de tous les personnages à différentes dates. Les dates sont données, donc plus ou moins loin dans le temps, et on va comprendre comment nos personnages en sont arrivés là où ils en sont. Et évidemment, c'est important parce que ça pose les pierres de pourquoi ils vont agir comme ils vont agir dans la troisième partie. Et puis ça permet aussi d'évoquer différentes vies, différentes manières de vivre, et j'entends par là surtout d'un point de vue classe sociale, puisqu'on va avoir un noble, on va avoir deux jeunes filles orphelines, enfin voilà, on va être vraiment dans une grande diversité d'origine des personnages. Et donc la troisième partie va se concentrer sur l'événement à proprement parler, qui en fait c'est assez... Enfin moi j'aime bien ce genre d'effet où la première partie en termes de temps dans le récit est moyenne, on va dire. La deuxième partie va brasser sur à peu près le même nombre de pages, plus ou moins des grandes périodes de temps, alors que la troisième partie va se concentrer sur un laps très court de temps, mais reste dans à peu près le même nombre de pages. Donc ça donne cet effet d'accélération ou de ralentissement ou d'étirement, et je trouve qu'il fait ça très bien en fait, et que ça passe très bien, et qu'il n'y a pas de sensation de lenteur ou de heurt. Après, j'avais mes personnages préférés, bien évidemment, mes histoires préférées, d'autres que j'aimais moins, mais ça après c'est subjectif, c'est propre à chacun. On va avoir un petit peu de magie, un tout petit peu de magie, très peu. J'avais lu son interview après avoir qui était à la fin de l'ouvrage, où il expliquait pourquoi la magie était ce qu'elle était, et où il l'a voulu et l'a pensé comme quelque chose d'assez rare, et comme quelque chose qui n'est pas positif, qui est relativement négatif. C'est utilisé à des fins négatives, même si c'est présenté publiquement dans l'ouvrage par les praticiens comme une volonté de guérir, etc. Dans les faits, on se rend très vite compte que ça sert à la guerre, donc c'est pas très positif. Et surtout, c'est présenté comme une addiction qui rend malade, qui détériore le corps et l'esprit. Et c'est vraiment un des aspects qui était très bien fait, bien que j'aimais moins les personnages qui étaient c'est un nom mais je ne sais plus, des mages on va dire. C'était pas ce qui m'intéressait le plus, leur histoire à eux, mais en même temps c'était très bien fait et très cohérent et très bien mené et assez différent de ce qu'on peut voir de manière générale autour de la magie. Évidemment, comme d'habitude, mention spéciale pour ces personnages féminins que j'ai adorés. On a principalement 2 femmes, 3, bon on va dire en personnages principaux, on a 2 femmes, une qui est assez âgée et qui n'est pas n'importe qui et qui a un statut un peu spécial dans une espèce de guilde, et j'ai adoré ce personnage que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et on en a une un peu plus jeune qui vient tout juste d'arrêter d'être mercenaire parce qu'elle a eu un bébé avec son compagnon qui était aussi mercenaire, qu'ils se sont installés dans une auberge, qu'ils tiennent une auberge, et c'est un personnage qui est aussi très intéressant parce qu'elle est traversée par des questionnements un petit peu à la fois du quotidien, à la fois de sa vie passée, et qu'elle est prise entre son nouveau rôle de mère avec lequel elle a du mal à se faire parce qu'elle a eu un exemple maternel qui n'était pas génial, parce qu'elle a longtemps été mercenaire et que c'est un mode de vie très particulier, mais en même temps ça apporte quelque chose de très vrai à ce personnage, et c'était aussi un de mes personnages préférés que j'ai trouvé
très bien pensé, très bien fait, très bien mené, et je pense que c'est à noter. Voilà, donc encore une fois, une très bonne lecture. Je pense que j'ai des affinités très particulières avec les écrits de cet auteur que je trouve toujours de qualité. Après, on peut ne pas adhérer à sa manière d'écrire, et je peux le comprendre parce que c'est vrai que c'est des chapitres très courts, que en règle générale, la psychologie des personnages n'est pas la plus développée qu'on puisse trouver, mais moi je trouve que ça fonctionne bien en fait. Autant je peux adorer les personnages très développés, autant je trouve que l'auteur a la capacité de donner ce qu'il faut pour que les personnages aient de la consistance, ne fassent pas juste personnages en carton, mais en étant assez rapide finalement sur ce développement. Bref, donc vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé cette lecture, je l'ai trouvée très très chouette, très intéressante, surtout pour un premier roman publié. Ensuite, en mai du coup, j'ai lu L'Évangile selon Myriam de Katie Stewart, qui est publié chez Nemos. Alors, je dois vous avouer que la couverture n'était pas hyper inspirante. C'est pas ma préférée, en tout cas, de chez Nemos. Je trouve qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus jolies. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fade. Mais par contre, quelle lecture absolument incroyable. Incroyable, vraiment. Donc c'est de la SF. Dans l'Évangile selon Myriam, je vais vous refaire le résumé très rapide. En général, Nemos sont assez bons en résumé, je trouve. À seulement 16 ans, Myriam est chargée d'écrire le livre de la vérité, avec un grand V, qui manque à sa communauté de survivants de l'Apocalypse. Elle n'a plus accès qu'à quelques ouvrages en lambeaux et à des récits oraux conservés tant bien que mal. Qu'à cela ne tienne, elle remplit sa mission. Puisant à toutes les sources, de la chute de Lucifer au chausson de Cendrillon, en passant par le lac des Cygnes et les pérégrinations d'Oedipe, elle trace des démarcations nouvelles entre le mensonge et la vérité. Et ensuite, il est précisé, l'Évangile selon Myriam propose une relecture drôle et incisive de nos évidences présentes et nous invite à en interroger la construction. Déjà, rien que ça, je vois pas comment on peut ne pas avoir envie de lire ce livre concrètement. Donc en fait, le contexte, c'est qu'il y a eu une apocalypse et qu'il y a un peu eu deux teams entre les humains et que Myriam est née dans la team un peu retour aux sources et un peu bande d'humains à part qui refusent la technologie, qui est dans quelque chose un peu retour aux sources quoi, tout simplement. Et en fait, tout au début, on dit que Myriam ne trouve pas franchement de voix dans cette société, qu'elle n'est ni mauvaise ni bonne à rien en soi, et finalement elle réalise que ce qu'elle aime faire et ce en quoi elle est le meilleur, c'est écrire et raconter des histoires. Donc elle va reprendre, comme il est dit dans le résumé, les mythes. Donc là je feuillette pour vous dire un petit peu parce que ça commence un peu à dater, je ne sais plus exactement comment ça se découpe. Ça commence sur des épisodes un petit peu de Genèse, autour de Lucifer, et c'est vraiment très intéressant. Ça pose beaucoup de questions sur la création, sur le mensonge, sur la manière de présenter les choses. On est dans une description des mythes, une réécriture de mythes et de contes qui sont un petit peu notre base culturelle, avec un regard qui est effectivement très incisif et qui est très critique aussi quelque part, et qui veut vous permettre au lecteur de prendre conscience de certaines choses qui nous sont tellement rabâchées depuis l'enfance qu'elles sont limite totalement acquises et intégrées, et en fait c'est des choses qu'on devrait remettre en question. Donc typiquement, je me rappelle très très bien de la réécriture de Cendrillon, qui était assez incroyable, puisque, je vais pas tous vous faire toutes les réécritures, mais celle-ci m'a quand même pas mal marqué, puisqu'on se retrouve avec un personnage qui, comme tout le début du Cendrillon, et au moment où le prince récupère la pantoufle de verre et la fait essayer à toutes les jeunes filles du royaume, Cendrillon attend son tour avec impatience, sauf que manque de peau, le soulier va à une autre femme, et en fait on a une remarque très ironique ou très cynique sur mais en fait comment j'ai pu croire que personne ne faisait la même pointure que moi tout simplement. Et donc Cendrillon décide de partir de chez sa belle-mère et ses demi-sœurs et d'aller se faire embaucher au château parce qu'elle est persuadée, comme nous le font croire tous les contes, que dès que le prince la verra, il la reconnaîtra. Et on est sur un destin assez triste, assez sombre, et sur une vie qui ne se déroule pas comme l'avait prévu Cendrillon. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que ça veut pas justement à l'inverse des contes classiques, des contes de fées, etc., ça veut pas vous faire passer des vessies pour des lanternes et vous faire croire au prince charmant, ça veut déconstruire en fait tout ça
Ça veut vous faire réfléchir sur la manière de mener sa vie, est-ce qu'il faut... Et surtout sur la manière dont les femmes perçoivent tout ça, et sur la manière dont on veut leur faire croire qu'il suffit qu'elles attendent avec la bouche en cœur pour avoir une vie de princesse. Voilà. Et que peut-être qu'il y a d'autres choses à attendre de la vie. Donc c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment hyper intelligent. C'est tout à fait lisible si on n'a pas toutes les connaissances de la Genèse ou biblique, parce que c'est écrit d'une manière où c'est parfaitement accessible, et même si vous ne connaissez pas les mythes de base, genre Abel et Caïn, vous allez comprendre, et vous n'avez pas besoin d'avoir une comparaison en fait entre les deux mythes, parce que c'est la réflexion philosophique qui est derrière qui est intéressante. Voilà. On va parler de Jésus aussi. C'était assez drôle d'ailleurs, les passages sur Jésus, si jamais. Alors là, on est sur, je vous le dis tout de suite, hein, on est sur du gros blasphème. Hein. Préparez-vous, si jamais vous n'aimez pas ça, on va être sur du blasphème à plein de niveaux, donc je vous le dis. Mais soit, c'était hyper intelligent, c'était très bien écrit, ça se lit tout seul, c'est vraiment une succession de chapitres avec des mythes, des réflexions, et surtout à la fin, vous avez toute une page de bibliographie, de références, d'ouvrages cités ou repris. Et c'est très chouette. Donc voilà. On a aussi des parties. On a 3 parties, à savoir commencement, solidarité et élu. Avec petit prophète, la pantoufle, etc. Bref. Très bonne lecture. J'en parle beaucoup et j'en parle pas très bien, mais je ne peux que vous inviter à découvrir cet ouvrage qui était une réelle révélation, un vrai coup de cœur, et que j'ai déjà envie de relire parce que j'en ai des impressions très très fortes. Ça arrive pas si souvent que ça, qu'un livre vous reste dans la tête et revienne régulièrement, et que vous ayez envie de le relire soit intégralement, soit certains passages. Et donc je pense, vu l'épaisseur et vu comment ça s'est lu extrêmement vite, que je ne tarderai pas à le relire, ou en tout cas à relire certains passages qui m'ont beaucoup marqué et que j'ai notamment annoté avec des post-it et où j'ai écrit des choses dedans. Voilà. Donc, lisez l'Évangile selon Mariam, lisez et découvrez Katie Stewart, qui, à mon avis, est une autrice qui gagne à être connue, et je pense que je vais me pencher sur sa bibliographie. Il me reste 2 livres à vous présenter, et on va la faire assez rapide, je pense, parce que le premier, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, qui est donc un ouvrage publié chez Brajlon dans la collection adulte, mais qui très 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 clairement pour moi est du young adult. C'est publié en adulte uniquement parce qu'il y a une scène de sexe explicite, et c'est la seule raison, parce que tout le reste est young adult. Les tropes, l'histoire, les personnages, tout est fait pour un public young adult. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu des attentes qui n'étaient pas en phase avec ce qu'était l'écrit. Donc je vous la fais assez rapide parce que j'en ai parlé très récemment, je crois, dans le bilan du mois de la fantaisie. Mais dans Le Pont des Tempêtes, on suit d'abord un peuple qui est le peuple de Madrina, ou Madrinia, je n'arrive pas à retenir ce nom. Et en fait, il y a un roi, et le roi a eu 20 filles, je crois, de 20 mères différentes, qui ont toutes le même âge, qu'il a toutes enfermées dans le désert, qu'il a entraînées pour être des espionnes, des combattantes, tout ce que vous voulez, même des potentiellement objets sexuels. Et l'une d'entre elles doit être envoyée en mariage au roi du pont, qui est donc, comment s'appelle-t-il, Arène? Je crois que c'est Arène. Je ne sais même pas si j'ai pris des notes sur ce livre. Non, je n'ai pas pris de notes. Donc je crois que c'est Arène, mais si c'est pas ça, c'est pas grave. Donc, bref, Lara, notre personnage principal, est choisie, est envoyée, est mariée avec Arène. On l'envoie dans le royaume d'Arène, selon un accord passé 20 ans auparavant. Elle est là pour faire sa mission, à savoir découvrir le secret du royaume du pont, et donc les passages où son père pourrait envoyer des soldats, etc., pour prendre le pont, puisque le pont a un rôle très important dans le commerce et les échanges entre les îles. Voilà. Évidemment, le royaume du pont, donc le royaume d'Itacana, est présenté comme un royaume très 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 méchant par le père, et vous imaginez bien que ça va être très nuancé par la suite. Et en plus, on est sur une romance enemies to lovers, donc entre le roi et la reine, du coup, qui sont mariés dès le début. Voilà.
Alors, je vais essayer d'être assez concise parce que j'en ai quand même pas mal parlé. Dans l'ensemble, l'écriture n'est pas mauvaise, c'est tout à fait correct. C'est pas incroyable, mais c'est tout à fait correct. L'univers, en tout cas l'univers en termes de géographie, l'ambiance générale est plutôt chouette. Moi j'ai bien aimé le côté tropical du royaume d'Itakana, j'ai bien aimé tout ce qu'il y avait autour du pont, c'était chouette et j'aurais justement aimé que ça soit plus développé et plus en avoir autour de cet univers, de cette ambiance, de ces villages qui sont un peu éparpillés dans les forêts tropicales. C'était ça finalement qui m'intéressait le plus, contrairement au personnage de Lara, qui n'est pas un des points positifs de l'ouvrage, je vous le dis. Bref, donc tout ça c'était plutôt chouette. Autre grosse mention qui mérite d'être évoquée ici, c'est tout ce qui va être autour du consentement. C'était très très bien, c'était très bien fait et c'est très important que ça existe dans les livres, ça devrait être la base, hein. On ne devrait pas avoir à mentionner ça, mais vu que l'état actuel des choses, ça n'est pas le cas donc il faut le dire, on a un gros respect du consentement, de manière générale un respect des personnages les uns envers les autres, tout ça était plutôt chouette. C'est relativement addictif, on a envie de savoir, mais en même temps il n'y a rien de surprenant. Tous les tropes sont attendus, tous les retournements de situation n'en sont pas franchement parce qu'ils sont tout autant attendus. Le personnage de Lara, c'est typiquement ce genre de personnage féminin qui est hyper forte, qui sait tout faire, qui est capable d'apprendre un truc en 3 minutes parce que il y a 15 ans, elle a vu vite fait une technique dont elle se souvient et elle est présentée un peu comme ce personnage qui n'est pas qui est parfaite dans son imperfection, vous voyez, qui est bon bref, voilà, c'est comme disait Juliette un petit peu, pas comme les autres filles, elle n'est pas comme les autres. Elle a un peu ce côté-là. Elle est agaçante sous plein d'aspects de par son aveuglement par rapport à son éducation notamment. Et c'est d'autant plus agaçant qu'elle est capable de prendre du recul, sauf quand ça concerne Itakana. Et c'est agaçant à plein de moments. En plus de ça, j'ajouterais que les descriptions physiques sont relativement pénibles. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange beaucoup. Qu'on décrive des physiques dits parfaits selon des critères sociaux dépassés, et on le sait. Enfin, je veux dire, je trouve ça un peu aberrant de nos jours d'en être encore là, surtout quand on écrit pour ce type de public, mais soit. Et en plus de ça, la fin m'a complètement... Enfin, je pense que je lirai pas la suite à cause de la fin. Parce que Lara fait un choix à un moment donné, dans une situation donnée, qui est compréhensible, mais ensuite ne fait que des mauvais choix qui mènent à l'inévitable, et l'inévitable qui était parfaitement évitable pendant X pages, et pendant X pages on attend qu'elle fasse quelque chose et elle ne fait rien, et on est un peu sur ce trope du quiproquo, du truc non dit qui devrait être dit, qui serait pas si difficile à dire parce que la situation fait que, mais qui n'est quand même jamais dit, et du coup ça part en cacahuète et ça finit mal, et ça fait lever les yeux au ciel. Moi ça m'a fait lever les yeux au ciel, ça m'a saoulée, la fin m'a vraiment saoulée. Autant tout du long j'étais dedans, même si c'était pas incroyable et que c'était plein de tropes déjà vues, mais j'étais quand même dedans. Autant à la fin, je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie de lire la suite, ça m'a saoulée. Je sais déjà où ça va aller, je pense pas qu'il y ait de gros plot twists incroyables, et c'est très attendu, c'est très cliché, c'est pas mauvais. Si on lit pas énormément de young adult, ça peut peut-être être sympa parce qu'on s'attend pas trop aux tropes. Si on est très jeune, ça peut être sympa parce que c'est les tropes qu'on aime et qu'on a envie de retrouver. Mais sinon, franchement, c'était pas fou du tout, quoi. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'ai trouvé que dans ce genre-là, Light Lark d'Alex Astor était, par exemple, bien meilleur parce qu'on part sur des tropes classiques, mais que l'autrice démonte, tourne, change un peu. Enfin, il y a quelque chose de plus travaillé en termes de tropes, alors que là, pas du tout, quoi. Et je vous dis, je n'ai pas aimé le personnage principal de Lara. Arène est somme toute sympathique mais relativement transparent. Et finalement, les personnages qui étaient les plus intéressants étaient des personnages secondaires, voire tertiaires, donc on les voit très peu. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc j'ai un avis qui est somme toute assez tranché, mais en même temps, je peux pas vous dire que c'est mauvais. Je peux pas vous dire de ne pas le lire et que ça va pas du tout. C'est pas le cas. C'est juste que j'avais pas les bonnes attentes et que et je m'attendais à de la politique en fait, à plus de politique en tout cas, je savais qu'il y avait une romance, mais je m'attendais à plus de politique. Si vous cherchez vraiment de la romantaisie, c'est parfait, allez-y. On va passer au dernier livre qui pour le coup était une excellente lecture et c'est L'Aube d'Octavia Butler qui est le tome 1 de la saga Xenogenesis qui est une saga de SF. Et qu'est-ce que ça va être compliqué de parler de ce livre parce qu'il est d'une richesse incroyable. Je pense concrètement qu'Octavia Butler maintenant fait partie de mes autrices préférées parce qu'à chaque fois que je lis un livre d'elle, elle me retourne le cerveau.
Donc, dans l'aube, la fin de l'humanité a eu lieu, tout s'est pété la figure, et en gros, l'histoire de base, c'est que des extraterrestres sont venus récupérer le plus d'humains possible restants, les ont mis dans leur vaisseau, et on va suivre, pour a priori sauver l'humanité, on va suivre le personnage de Lilith qui est réveillé et rendormi à plusieurs reprises, qui est un peu déroutée, déboussolée, ce qui est compréhensible, et déstabilisée parce qu'elle est toute seule dans une espèce de chambre qui ressemble un peu à une cellule, jusqu'au moment où l'un des extraterrestres va venir la voir et lui expliquer un petit peu pourquoi elle est là et les plans qu'ils ont conçus pour l'humanité. Tout se développe à partir de là, en gros. C'est-à-dire que, en fait, ça va poser énormément de questions sur... on va pas tellement changer de lieu. On va rester dans quelque chose d'assez... toujours un peu similaire, mais par contre ça va poser beaucoup de questions sur beaucoup de thématiques et de sujets qu'on retrouve un petit peu toujours dans tous les écrits, je trouve, d'Octavia Butler. Notamment, et je vous la fais en version un peu rapide, tout ce qui va être autour du consentement et du non-choix, à savoir, est-ce que si vous êtes prisonnier et dépendant d'un individu et qu'il vous dit t'as le choix entre on te rendort ou tu fais ce qu'on te dit, est-ce que c'est vraiment un choix? Est-ce que vraiment c'est un choix qui peut être mené de manière éclairée, par exemple? Est-ce que ça vaut le coup de faire perdurer l'espèce au prix de la servitude? On va être dans une dynamique de genre et de race pour le coup, puisque on va retrouver tous les questionnements qu'on retrouve chez l'autrice, comme je le disais, notamment autour de l'humanité qui a en grande partie disparu, qui a priori devrait être solidaire, en tout cas les individus devraient l'être entre eux, puisqu'ils sont plus ou moins prisonniers d'extraterrestres, même si ceux-ci ont l'air très bienveillants. Il y a quand même une méfiance derrière tout ça, vous imaginez bien. Et en fait, on se rend compte que toute la dynamique humaine classique d'avant l'apocalypse se reproduit à toute petite échelle entre ces individus qui devraient se soutenir. Et c'est évidemment des questions très intéressantes et très bien posées et menées par l'autrice. Et on sent bien que c'est une sorte de décontextualisation des questions qu'on a pu retrouver par exemple dans le lien de sang pour permettre de mettre en avant de créer une nouvelle situation qui mette en avant des choses qui peut-être ne semblent pas forcément évidentes aux personnes non concernées dans un contexte que l'on connaît. Là évidemment ça saute aux yeux tout de suite. Ça va parler de racisme, ça va parler de misogynie, ça va parler de patriarcat, de domination, de la répétition des schémas classiques de toutes ces oppressions. On va avoir aussi des questionnements, comme je le disais avant, une espèce de dichotomie entre la volonté de l'humanité de survivre à tout ça, quel qu'en soit le prix, et en même temps être prêt à s'auto-détruire pour conserver son humanité telle qu'on la connaît. Je vous laisserai découvrir si jamais ça vous intéresse. On va avoir la question de la captivité, de la reproduction en captivité, qui fait très fortement écho, bien évidemment, à l'esclavagisme aux États-Unis, où les femmes noires esclaves étaient vues comme des couveuses, comme des usines pour fabriquer du travailleur, de la main-d'œuvre et de l'argent, puisqu'on pouvait vendre les enfants. Donc toute cette question de la dépossession de soi, de ne pas être des individus avant même de naître, notamment. Et on va beaucoup parler de la question du wokisme dans sa première acception, c'est-à-dire pas celle actuelle des médias, mais vraiment la première acception qui fait suite au discours de Martin Luther King, à savoir le fait de se réveiller, woke, et de prendre conscience de son oppression et des moyens de mener une lutte contre cette oppression de manière violente ou pas, selon ses moyens. On va parler encore une fois d'abnégation des sentiments, et encore une fois c'est quelque chose qu'on retrouvait très fort dans le lien de sang, à savoir cette volonté de se rebeller contre l'ordre que l'on subit, et en même temps le fait de voir les individus, c'est-à-dire que on peut être captif, mais on voit dans les personnes qui nous retiennent captifs, on apprend à connaître certains individus et à s'attacher à eux, à nouer des liens émotionnels avec eux, et c'est perçu à la fois par la personne elle-même en règle générale et par les autres à plus forte raison comme une trahison ici de l'humanité, dans le lien de sang des esclaves et des noirs de manière générale.
Et ça va parler évidemment de résistance quand il n'est pas possible de se rebeller ouvertement. Bref, ça va aborder énormément de thématiques, c'est Octavia Butler. Je vous dis tout de suite que ce premier volume n'apporte pas franchement de réponse aux questions. On pose beaucoup de questions. Après, il y a toute... là, ce que je vous dis, c'est en dessous du texte. On a quand même l'histoire, dont je vous ai très peu parlé et que je vous laisserai découvrir, qui va suivre son fil, son cours. Et toutes ces questions sont un petit peu en sous-texte. Mais c'est... moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez l'autrice, c'est justement la manière dont elle mène ces thématiques, parce qu'on sent bien que c'est pas l'histoire à proprement parler qui guide sa plume, c'est les idées qu'elle veut développer qui vont créer l'histoire. Donc c'était très chouette, c'était une très bonne lecture, c'était très intelligent, c'était riche, c'était violent, on a quelques trigger warnings, bien que ce soit beaucoup plus accessible typiquement que la parabole du semeur. On est plus sur lien de sang en termes de trigger warning, donc si lien de sang ne vous a pas plus choqué que ça, on est un peu dans la même lignée. Quelle romancière incroyable qu'est Octavia Butler. J'ai très hâte de lire la suite qui vient tout juste de paraître, donc le tome 2 est paru je crois en mai, je crois qu'au moment où je disais ça c'est sorti. Donc en mai le tome 2 est paru et je ne peux que vous inviter à découvrir l'autrice et à découvrir cette saga. Voilà, on s'est fait un long dernier point lecture, comme ça c'est fini, mais c'est plié et on va pouvoir passer à ceux de juin parce qu'on a du boulot, je vous le dis, et qu'il était temps de clôturer, mais vu qu'on est fin juin, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si certains sont dans votre palle, si vous les avez aimés ou si vous ne les avez pas aimés et pourquoi. C'est toujours un plaisir, bien évidemment, d'échanger avec chacun et chacune d'entre vous et de discuter de lecture. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.